On ne présente plus la famille Kennedy, grande famille de la bourgeoisie bostonienne. De l'extérieur, c'est la famille parfaite, les enfants sont beaux, instruits, mais voilà. Il y a une ombre au tableau pour les parents, c'est la petite Rosemary. Elle n'est pas assez parfaite à leurs yeux, et ça, elle le paiera très très cher. Aujourd'hui, la triste histoire de Rosemary Kennedy. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de faits divers inédits et likez la vidéo. Rosemary est née le 13 septembre 1918. Elle est la troisième enfant de Joseph Patrick Kennedy et de Rose Fitzgerald Kennedy. C'est la première fille de la fratrie. Et chez les Kennedy, on ne plaisante pas avec l'éducation des enfants. Les grands-parents maternels comme paternels étaient déjà des politiciens accomplis. Le père de Rose était maire de Boston et le père de Joseph, quant à lui, était sénateur. Et Joseph est déterminé à prendre la relève. Il aura une brillante carrière de politicien ainsi que de diplomate et a de grands rêves pour ses enfants. Mais voilà, il y a une ombre au tableau. Alors que Rosemary n'est encore qu'une toute petite fille, ses parents remarquent qu'elle n'est pas comme ses brillants frères et sœurs. Elle souffre d'un léger retard mental et a des accès d'humeur fréquents. Et ce n'est pas un hasard, c'est dû à sa naissance qui a été terrible. Ce qui se serait passé, c'est que la sage-femme, qui s'occupait alors de la maman, était seule. Elle ne se sentait pas de faire accoucher Rose seule. Alors, en attendant l'équipe médicale qui était en route, elle aurait demandé à Rose de garder les jambes fermées pour retarder l'arrivée du bébé. On peut lire dans les livres de Kate Larson, Rosemary, The Hayden Kennedy Daughter, que la sage-femme a donc demandé à la mère, Rose, de garder les jambes serrées pour retarder l'arrivée du bébé. Désespérée, elle a même forcé le retour de l'enfant dans le ventre maternel, maintenant la tête sous pression pendant de longues minutes. La conséquence, c'est que la petite Rosemary a été trop longtemps privée d'oxygène, son cerveau n'a pas été oxygéné pendant plusieurs minutes, le résultat, elle en a gardé des séquelles, elle tardera à marcher et à parler, sans compter un retard mental et des troubles de l'humeur. Et alors qu'elle n'a que 4 ans, elle n'est pas autorisée par son école à passer la classe supérieure. C'est un choc pour les parents. Ils ont honte. Ils vont tout faire pour cacher ce léger retard à leur entourage. Ils décident même de consulter des spécialistes afin de remédier à ce fâcheux problème. Et sans attendre, ils placent Rosemary dans un établissement spécialisé. À 10 ans, elle ne sait pas couper sa viande et écrit mal, sans compter ses humeurs, mais au-delà de ça, c'est une enfant comme les autres. Mais ces retards préoccupent beaucoup les parents Kennedy. Ils ont peur du qu'en dira-t-on, ils ont de grands projets de carrière pour leurs enfants et rien ne doit venir entacher l'image de cette famille parfaite. On inflige très tôt à la jeune fille divers traitements censés la soigner et la rendre plus intelligente à base de piqûres et de médicaments. Bien que légèrement différente, Rosemary vit une enfance des plus normales. Elle fait avec ses frères et sœurs de nombreuses activités physiques telles que le tennis, le badminton ou encore la voile. Dès petite, elle se passionne pour le cinéma. Le patriarche Kennedy n'hésitait pas à ramener des bobines de films hollywoodiens à la maison. Rosemary invitait souvent ses amis à profiter de ces séances de cinéma privées. Elle va suivre les cours Montessori, une méthode d'enseignement adaptée à la petite. Rosemary va s'épanouir à l'école, mais voilà qu'à l'adolescence, le fossé intellectuel se creuse encore un peu plus entre Rosemary et ses frères et sœurs, au plus grand dam de ses parents. Elle n'est pas aussi brillante que le reste de la fratrie, pas aussi studieuse, non, Rosemary, elle, aime sortir. Nous sommes alors dans les années 30, elle va à tous les bals, et elle apprécie la compagnie des garçons. Son père a honte, et sa mère très pieuse ne sait plus quoi faire. Tous deux veulent que leur fille soit irréprochable. Comment peut-elle penser à s'amuser lorsqu'elle peut étudier? En parallèle, Joseph Kennedy poursuit sa carrière avec brio. En 1938, il décroche le poste très convoité d'ambassadeur américain au Royaume-Uni, poste qui lui est octroyé par le président Roosevelt en personne. C'est ainsi que la famille déménage à Londres, et hors de question pour Joseph d'entacher la réputation irréprochable de sa famille avec les frasques de Rosemary. Elle doit être parfaite, beaucoup pensent rétrospectivement
que Rosemary n'était qu'une adolescente comme les autres, pas très finaude, certes, mais qu'au-delà de ça, elle n'était pas aussi problématique que le pensaient ses parents. Beaucoup guettent son arrivée dans la vie mondaine, l'arrivée de la fille de l'ambassadeur américain. Ce sera à l'occasion d'un bal organisé par la famille royale d'Angleterre au printemps 1938. Rosemary a alors 19 ans. Et c'est une franche réussite. Elle est radieuse et fait forte impression. On la présente au roi George VI. Elle affiche alors une mine radieuse et personne ne sait à cet instant que ce conte de fées se transformera en cauchemar à peine 3 ans plus tard. Et comme nombre d'adolescents, Rosemary pique des colères. Trop au goût de ses parents, alors décision est prise de l'envoyer au couvent. Au couvent des Sœurs de l'Ascension, elle obtient un diplôme d'enseignante en mars 1939. Et alors que commence la tristement célèbre année 1939, la famille doit retourner en urgence aux États-Unis. La menace d'une guerre imminente pousse les expatriés à fuir l'Europe, mais voilà, les parents prennent la terrible décision de laisser Rosemary en Angleterre. Ils la trouvent trop encombrante pour la réputation de la famille. Ils l'envoient dans un autre couvent, cette fois-ci dans le nord de Londres. Rosemary a alors 20 ans. Elle fugue, elle s'amuse, elle séduit les garçons. Et alors que la Seconde Guerre mondiale bat son plein, Joseph décide tout de même qu'il est plus prudent de faire rapatrier Rosemary. Mais lui comme sa femme ne désespèrent pas de soigner leur fille, surtout que d'après leur dire, le comportement de Rosemary ne fait qu'empirer. Elle ferait de plus en plus, je cite, de crises d'hystérie et de colère inexpliquées, mais ce qui inquiète aussi et surtout les parents, ce sont les sorties nocturnes de Rosemary et encore une fois son intérêt pour la jante masculine. Intérêt très réciproque. Les parents Kennedy ont peur d'un éventuel scandale. Ils sont encore et toujours terrifiés par le qu'en dira-t-on, ça ne change pas. Rosemary est alors considérée comme une fille extrêmement belle et séduisante, elle est souriante, elle a du mal à trouver sa place dans une famille en perpétuelle recherche d'excellence et de performance. Dès l'année 1941, les parents consultent une batterie de médecins qui vont diagnostiquer à Rosemary, je cite, une dépression agitée. C'est une forme de dépression, elle comporte des symptômes tels que l'agitation ou encore la colère. Elle peut être observée chez les personnes souffrant de bipolarité, mais pas toujours. Et voici les principaux symptômes: irritabilité, colère, agitation, etc., etc. Et à l'époque, les médecins proposent une solution aux parents Kennedy. Ils pensent savoir comment soigner Rosemary. Avec ce tout nouveau traitement révolutionnaire, la lobotomie. Cette lourde opération n'en est encore qu'à un stade expérimental, mais elle est présentée comme la solution miracle aux troubles psychiatriques. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore quelles pourraient être les conséquences de cette opération. Mais ce que les médecins peuvent garantir, c'est que Rosemary sera plus calme. C'est indéniable. Ils leur garantissent qu'elle ne fera plus de crise et qu'elle retrouvera sa joie de vivre et qu'elle sera docile et obéissante. Mais on leur dit aussi et surtout que grâce à cette opération, le QI de Rosemary va augmenter. Joseph ne désespère pas d'avoir une fille à son image, il est plus qu'appâté par cette promesse et c'est seul qu'il va prendre la décision d'accepter cette lobotomie. Il ne va même pas en parler à sa femme qui ne sera au courant de rien. Il décide alors de tenter le tout pour le tout, et ce, dans le plus grand des secrets. Même les frères et sœurs de Rosemary ne sont pas au courant. La pauvre Rosemary a alors 23 ans, et avouons-le, elle n'a guère son mot à dire. Et la vérité, c'est que ce qui préoccupe le plus Joseph, c'est l'intérêt que portent les hommes à sa fille. Il a peur que sa fille profite de l'une de ses escapades régulières pour avoir des relations sexuelles. Une grossesse hors mariage aurait eu un effet désastreux sur l'image de la famille Kennedy, sans compter que c'est à ce moment que Joseph introduit ses 2 fils aînés dans la politique. Il craint par-dessus tout le scandale. Alors certes, la lobotomie est une technique encore peu connue à l'époque, mais comme toute une partie du corps médical vante ses mérites, Joseph décide de se lancer
Pourtant, nombre de praticiens de son entourage vont tenter de l'en dissuader. C'est trop risqué, mais ça, Joseph n'en a que faire. C'est le médecin James Watts qui est en charge de l'opération, et voici comment elle s'est déroulée. On place Rosemary, non pas sous anesthésie générale, mais sous anesthésie locale. Le but est de pouvoir triturer son cerveau tout en testant ses réflexes et capacités intellectuelles. Donc alors même qu'on lui troue la tête, on lui pose des questions auxquelles elle doit répondre. Le docteur Watts perce donc un trou dans la tempe de Rosemary et à l'aide d'un scalpel, il coupe de petits morceaux de lobes préfrontaux. Et la raison de ces découpes, c'est qu'on pense que c'est dans la zone préfrontale que se trouvent humeurs et autres affections de l'âme. Et alors que Watts charcutait la pauvre femme, un confrère, Walter Freeman, s'occupait de poser des questions à Rosemary. Et tant que les réponses de Rosemary étaient cohérentes, Watts continuait de découper un peu plus. Et une fois que Rosemary répondait n'importe quoi, c'était le signal qu'il fallait arrêter de couper. Et c'est surtout lorsqu'elle n'a plus été en mesure de réciter le Notre Père, de compter à l'envers et de chanter l'hymne national américain que les médecins ont estimé avoir atteint leur but. Voilà un travail rondement bien mené pour les médecins qui pensent alors, au sortir de l'opération, avoir libéré Rosemary de ses problèmes d'humeur. Mais ils vont vite se rendre compte que cette opération est un terrible échec dont les conséquences font froid dans le dos. Alors que les parents Kennedy espéraient avoir une fille plus intelligente, c'est tout le contraire qui va se passer. Rosemary a désormais les capacités intellectuelles d'une enfant de 2 ans. Elle ne peut même plus articuler une phrase correctement. Elle ne peut plus marcher, sans compter qu'elle ne peut plus rien faire seule. Elle est incohérente et devient même incontinente. C'est sa dignité qui lui a été retirée sur cette table d'opération, son âme même, diront certains. Elle est littéralement handicapée, que ce soit intellectuellement ou physiquement. Parents et corps médical se rendent compte de leur erreur, et ce que les parents choisissent de faire est plus terrible encore que ce qu'ils ont fait. Pour éviter que cela ne s'ébruite, ils vont cacher Rosemary, faire comme si, aux yeux des autres, elle n'avait jamais existé. Alors, pour ce faire, ils la placent en hôpital psychiatrique, et à partir de ce moment, Joseph ne verra plus sa fille pendant des décennies, car jamais il ne prendra la peine de lui rendre visite. Et c'est le début d'un autre calvaire pour Rosemary, alors qu'elle est internée à la Craig House, un hôpital psychiatrique privé situé dans la ville de Beacon, au nord de New York. Aucun membre de sa famille ne lui rend visite, pour la bonne et simple raison que les parents cachent au reste de la fratrie ce qui s'est réellement passé. Et comme si ça ne suffisait pas, pendant 20 ans, sa propre mère, Rose, refusera d'aller rendre visite à Rosemary. Elle aura même l'audace de dire, après la mort de Joe Jr. et les assassinats de John et Bobby, je cite, « Pourquoi Dieu m'a-t-il repris 3 fils dotés de toutes leurs facultés et m'a-t-il laissé ma fille invalide ?» Voilà qui en dit long sur le peu de considération qu'elle avait pour sa fille aînée. Et c'est à juste titre que Rosemary sera considérée comme l'enfant sacrifié des Kennedy. La pauvre, du haut de ses 23 ans, elle est littéralement livrée à son propre sort, et du fait de sa nouvelle pathologie, Rosemary est la proie idéale pour les prédateurs. Elle est jeune, belle, et dans l'incapacité de se défendre du haut de ses 2 ans d'âge mental. Alors l'inévitable se produit. Lorsque l'on s'en rend compte, nous sommes alors en 1949, elle est alors changée d'établissement, direction non plus une clinique psychiatrique, mais cette fois un couvent, Sainte Coletta à Jefferson, dans le Wisconsin. Elle est désormais entre les mains de religieuses franciscaines. On l'installe alors dans un petit pavillon construit tout spécialement pour elle. C'est presque une tombe qu'on lui construit, car elle y restera jusqu'à son dernier souffle, mais ça, on y reviendra plus tard. On lui octroie un chauffeur et un chien pour l'accompagner pendant les promenades. Rappelons que ce n'est ni son père ni sa mère qui ne viennent lui rendre visite, et encore moins ses frères et sœurs qui ne sont au courant de rien. Les années vont ainsi passer, et lorsqu'on demande aux parents Kennedy où est Rosemary, ils disent qu'elle est quelque part dans le nord des États-Unis et qu'elle exerce la profession de professeur. N'oublions pas que le plus important pour les Kennedy, c'est de sauver les apparences à tout prix. Mais voilà qu'au début des années 50, John Fitzgerald, qui s'était lancé avec brio en politique, se présente aux élections.
Alors c'est tout naturellement que les journalistes vont s'intéresser plus encore à la famille Kennedy. Pour propulser la carrière de John, il est impératif que la famille paraisse unie. Chacun prend la pose devant les photographes. Seuls absents, Ted, qui fait alors son service militaire, et bien évidemment la pauvre Rosemary qu'on laisse pourrir en institut depuis de nombreuses années. Alors quand les journalistes demandent où est Rosemary, les parents ont tout prévu. Ils disent qu'elle est de nature très discrète, qu'ainsi elle refuse d'être sur le devant de la scène, elle tient à sa tranquillité et exerce quelque part dans le Nord la profession de professeur qu'elle affectionne tant et elle veut, à tout prix, qu'on la laisse tranquille. C'est comme si elle n'existait pas. C'est un poids pour les parents, le poids de la honte. Et petit à petit, les versions quant à ce qui lui est arrivé commencent à différer. Elle est tantôt présentée comme institutrice, tantôt comme handicapée mentale suite à une méningite spinale qu'elle aurait contractée enfant. Puis au moment de la victoire au présidentiel de John Fitzgerald Kennedy, Joseph décide que la version officielle et définitive sera qu'elle est née déficiente mentale. Point à la ligne et fin de l'histoire. Et alors que la famille devient aux yeux du monde la famille modèle, Rosemary, elle, reste inlassablement seule, littéralement livrée à son propre sort. Et ne croyez pas que cette gaieté de cœur, encore une fois que ses frères et sœurs ne vont pas lui rendre visite, c'est en fait Joseph qui interdit à toute la famille d'aller lui rendre visite. Et s'il en a décidé ainsi, c'est sur les conseils des médecins. Ils ont décrété que c'est dans l'intérêt de Rosemary et pour son bien qu'elle ne doit pas être visitée. Allez savoir pourquoi. Elle restera dans une immense solitude, 20 ans durant, cachée du public. Mais voilà qu'en 1961, le patriarche, Joseph, est victime d'un AVC qui le laisse alors hémiplégique. Il ne peut plus parler. Alors, enfin, la mère explique au reste de la fratrie ce qui est arrivé à leur sœur. Elle leur explique son funeste destin. C'est le choc. Les frères et sœurs peuvent enfin aller voir Rosemary sans craindre de s'opposer au patriarche, qui se trouve à son tour dans une position tout aussi difficile que celle de Rosemary. Certains y verront là une forme de karma. C'est le début d'une nouvelle vie pour Rosemary, qui a ainsi le droit de sortir de son isolement. C'est ainsi qu'occasionnellement elle reçoit de nouveau des visites, et comble du bonheur pour elle, elle est parfois autorisée à se rendre auprès de ses proches en Floride, dans leur résidence familiale de Washington, ou bien encore dans la résidence familiale de Yannisport. Eunice, la sœur de Rosemary, va vouer une grande partie de son temps à aider les handicapés, comme pour racheter la conduite de leur mère, qui n'a eu que faire du handicap de sa propre fille. La nièce de l'une des religieuses du couvent où Rosemary est restée des décennies, Elisabeth Kohler-Pentakoff, a témoigné sur la situation de Rosemary. Elle a dit qu'elle réagissait avec enthousiasme en voyant les siens. Elle était heureuse quand elle recevait des visites. Elle aimait les fêtes. Elle aimait la musique, elle aimait les bonbons. Quand on disait qu'on apporterait une boîte de bonbons, ses yeux s'illuminaient. En 1974, Rose, la maman, publie ses mémoires, et au travers de ce livre, elle annonce enfin, publiquement, ce que sa famille s'était vertuée à cacher pendant près de 2 décennies. Rosemary a été lobotomisée, et cette opération a été un échec. Et voilà ce que l'on peut lire dans son livre. Je cite: Joseph et moi consultâmes les meilleurs spécialistes, qui nous conseillèrent une certaine forme de neurochirurgie. L'opération mit fin aux crises de convulsions et aux accès de violence, mais fit aussi de Rosemary une handicapée. Elle perdit tout ce qu'elle avait gagné au fil des ans par ses efforts et grâce à notre amour. Elle ne pouvait plus être autonome et aurait besoin désormais de vivre sous la garde de quelqu'un. Voilà la vie de Rosemary. Rosemary meurt en 2005 de cause naturelle à l'âge de 86 ans à Fort Atkinson dans le Wisconsin. Elle n'est pas morte seule. Il y avait auprès d'elle son frère Ted ainsi que sa sœur Jean Kennedy Smith. Elle est la 5e des enfants Kennedy à mourir, certes, mais c'est la première à mourir de cause naturelle. Elle repose désormais dans le cimetière Hollywood de Brooklyn, dans le Massachusetts, et elle repose près de ses parents. Et sachez que les 3 seuls mots qu'elle était en capacité de prononcer tout au long de sa nouvelle vie ont été bébé, Eunice et mère. Une mère qui ne lui a pas rendu visite pendant, je le rappelle, des décennies. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et je vous dis quant à moi à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire.